Il est 9 h, c'est l'invité de la matinale. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Emmanuel Macron s'est fait siffler hier au Congrès des maires de France. Est-ce que le président a pu calmer la colère des maires, vous croyez ? Écoutez, a priori, il n'a pas su en tout cas les rassurer, notamment sur la question de la compensation de la taxe d'habitation. Il a dit que ça serait compensé, mais il n'a pas donné le détail de cette compensation. Et je pense que les maires ont des raisons d'être inquiets encore ce matin et après ce discours. Pour la raison que la taxe d'habitation, ça peut paraître quelque chose d'alléchant de dire on va la supprimer. Mais ce gouvernement est quand même passé maître dans l'art de vous détrousser d'une poche pour vous remplir un peu plus l'autre. C'est le cas par exemple quand il parle de la baisse des cotisations salariales qui en fait procède du coup d'une baisse du salaire socialisé, donc qui n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français. Et là, la taxe d'habitation, la question de sa compensation est essentielle parce que derrière, ce sont des services publics à financer. Enfin, il faut quand même voir que 3/4 des investissements publics sont le fait des collectivités. Vous ne le croyez pas quand il dit qu'il y aura plus d'autonomie financière et fiscale après 2020 pour les collectivités ? Mais je ne suis pas sûr par ailleurs que la question de l'autonomie soit l'alpha et l'oméga pour beaucoup de mairies. Je pense notamment aux petites mairies, aux communes rurales qui ont besoin aussi du soutien de l'État. Tout ne peut pas être vu uniquement sous le spectre de l'économie. Alors après, la taxe d'habitation, on peut imaginer bien sûr une refonte. Nous par exemple, la France Insoumise, dans notre programme, il y avait cette idée nécessaire de revoir la question des valeurs locatives, puisqu'on sait bien que la taxe d'habitation est assise sur des valeurs qui ont été pensées dans les années 70 et qu'aujourd'hui, il y a... Donc vous êtes pour la suppression de la taxe d'habitation ? Alors pas pour sa suppression, pour sa refonte, pour la rendre plus juste, parce que le point sur lequel Emmanuel Macron a raison de dire qu'en l'état, elle est injuste, mais attention à cette facilité qui consiste à dire on vous octroie un gain de pouvoir d'achat immédiat, mais derrière, le risque qu'il y a en termes de financement des services publics. Les collectivités ont déjà été beaucoup mises à contribution, et il y a là maintenant quelques dangers. On va écouter le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, qui s'exprime ce matin. Oui, on est toujours sur 13 milliards d'économies, mais pas de baisse de dotation. Et avec un tendanciel de 1,2% par an. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans le système que nous, les collectifs, je suis encore un élu local, que nous avons subi depuis 7 ans, où il y a eu des baisses de dotation très lourdes, appliquées à toutes les collectivités, quelle que soit leur situation de richesse. Là, on demande un effort à qui ? À ce qu'on appelle les plus grosses collectivités, 319. Vous saluez ce changement de méthode, finalement pas de baisse de la DGF, c'est de ces dotations globales de fonctionnement pour les collectivités. On est quand même sur un plan d'économie qui leur est demandé de 20 milliards sur le quinquennat, donc on est quand même toujours dans cette logique de politique d'austérité demandée aux collectivités locales. Le gouvernement dit 13 milliards d'économies. Oui, enfin écoutez, moi je considère que ça reste encore des sommes très importantes. Le gros souci qu'on a finalement, mais c'est valable pour les politiques des collectivités, mais finalement aussi pour les politiques budgétaires au sens large, c'est que finalement, on a le sentiment, quand on écoute ce gouvernement, quand on écoute Emmanuel Macron, mais c'était le cas avec les gouvernements précédents, qu'on est là maintenant simplement à faire de la comptabilité et de la petite gestion. Il n'y a plus de place pour de la vision politique. Ce qu'il faut dire et réaffirmer, c'est que tout coûte cher. Tout coûte très cher. La question n'est pas de savoir combien ça coûte, c'est d'abord de savoir si on en a besoin ou pas. Ce pays est quand même assez riche, faut bien le dire, et les politiques qui sont menées ne sont pas à la hauteur du fait que nous soyons, par exemple, la 5e puissance économique mondiale. Donc le fait que tout peu importe soit finalement même... de laisser des dettes à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais la question des dettes, elle est quand même très centrale, et vous faites bien d'en parler. C'est qu'aujourd'hui, la dette et la manière dont on nous en parle est rapportée à une année d'activité, à une année de PIB. Si vous rapportez aujourd'hui la dette avec la durée moyenne des titres, c'est environ 6 ans, la dette d'un seul coup n'est plus du tout au même poids. Nous proposons également d'avoir un audit citoyen du contenu des dettes, parce qu'on sait très bien, vous le savez sans aucun doute, que les dettes se sont aussi gonflées par le fait qu'il y a de la spéculation, des intérêts sur les intérêts. Bon, si vous voulez... on ne peut pas avoir pour seul projet politique pour les 20, 30 et peut-être même encore plus prochaines années de dire on va faire des économies. Il y a plus d'enthousiasme à faire et par ailleurs il y a des marges de manœuvre budgétaires. Vous savez que par exemple si on avait plus de volontarisme en matière d'évasion fiscale, ça nous coûte près de 80 milliards d'euros par an selon les travaux du sénateur Éric Bocquet. Si on s'attaquait vraiment à cette question, on passerait pas son temps comme ça à courir les plateaux de télé pour nous parler de dette et de déficit. Donc y compris en matière budgétaire, il y a des marges de manœuvre, si comptait bien évidemment qu'il y ait la volonté politique. Alors il y a un remaniement qui est attendu pour remplacer Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il peut, selon vous, garder son autre casquette, celle de ministre des Relations avec le Parlement ? Alors, deux choses. Bon, le fait qu'il soit ministre et chef de parti, pour moi, pour nous, n'est pas un souci, dans la mesure où il ne faut pas tout dépolitiser.
la fonction de ministre est compatible avec le fait d'avoir des fonctions politiques, éminemment politiques. Par contre, et celle de ministre des Relations avec le Parlement ? C'est là que ça pose souci, c'est que, en l'occurrence, cette fonction-là au sein du gouvernement, elle peut procéder assez clairement à un conflit d'intérêts. On voit assez mal comment on peut à la fois, pour le coup, tenir les rênes d'un parti politique et être celui qui est en charge des relations avec les autres forces politiques au sein du Parlement. Donc la question de la place de Christophe Castaner au gouvernement, pour nous, ne pose pas problème. Par contre, la question de cette fonction précise des relations avec le Parlement, oui, c'est un peu malhabile. Le projet de loi de finances 2018 a été voté cette semaine en première lecture sans quasiment qu'aucun amendement de l'opposition n'ait été adopté. D'une manière générale, est-ce que vous trouvez que les droits de l'opposition sont bien préservés ici au Parlement ? Écoutez, nous avons la parole, et d'ailleurs nous la prenons. Nous aurons pu faire un autre choix, celui de déserter le débat parlementaire et de dire parce que le rapport de force est écrasant, ce qui est le cas, eh bien nous ne faisons rien. Non, nous essayons de convaincre, de nous impliquer sur l'ensemble des dossiers et de convaincre à la fois à l'intérieur de l'hémicycle. Effectivement, parfois on se dit que cette majorité, elle a peut-être pas la charpente politique que nous pouvons avoir, dans la mesure où beaucoup de gens se sont raccrochés à la vague Macron au dernier moment, sentant que le vent tournait de ce côté-là. Donc nous on se dit on peut essayer de les convaincre. Après, c'est sûr, pour l'instant, on est encore dans le stade où tout ce petit monde a tendance à voter en cadence, et nous essayons aussi, dans la manière dont nous articulons les débats et notre travail parlementaire, de faire en sorte que les débats soient décloisonnés et qu'à l'extérieur de l'hémicycle, les choses avancent. Vous avez l'impression d'être utile au Parlement ? Oui, très clairement. Je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, à l'extérieur, nous disent, quand ils nous croisent, que avant les débats parlementaires avaient pour eux la fonction de somnifère, et que depuis que nous y sommes entrés, ils n'arrivent plus à dormir, justement parce que ça les intéresse. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est de dire, il faut cesser simplement, vous savez, la petite musique un peu du langage technocratique qui fait que parfois on se demande si on est à l'Assemblée nationale ou dans un conseil d'administration. Nous, on essaie de repolitiser les débats et de montrer surtout, c'est notre rôle, qu'on peut être une opposition qui est farouche quand il le faut, qui n'est pas principielle, parce qu'on peut aussi faire des alliances ponctuelles quand on pense que les choses vont dans le bon sens, y compris, c'était le cas sur le verrou de Bercy avec la droite, mais aussi ce que nous devons incarner, c'est le fait que nous sommes une force qui est prête à gouverner le moment venu, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons aussi parfois des subterfuges sur le budget, par exemple. Comme le débat parlementaire est assez cloisonné, nous avons, vous l'avez vu, déployé un contre-budget complet pour montrer qu'on peut faire tout autrement. Sur le budget, oui. Sur la loi de ratification des ordonnances, elle a été examinée cette semaine à l'Assemblée, sera soumise au vote des députés mardi prochain. Est-ce que vous pouvez encore empêcher quelque chose contre cette loi travail pour laquelle vous êtes contre ? Alors, si on parle d'empêcher quelque chose au sein de cette Assemblée, assez clairement, c'est compliqué. On a fini l'examen du projet de loi de ratification hier soir, et on voit bien qu'il y a toujours cette logique de vote en cadence de la part de la majorité. Après, moi, j'observe quand même, et ça a été le cas hier soir notamment, que sur certains points du débat, il y a des points de friction, et on voit bien qu'à un moment donné, nos arguments peuvent toucher la raison de certains députés de la majorité. Maintenant, je pense que d'ici mardi, inverser le rapport de force au sein de l'hémicycle, clairement, c'est à peu près peine perdue. Mais moi, vous savez, je suis venu à la politique en voyant qu'un projet de loi une loi qui avait été ratifiée, c'était le CPE, la même philosophie. N'avait jamais été appliqué après. N'avait jamais été appliqué. Ça veut dire que vous allez manifester peut-être une 5e fois, comme le propose Philippe Martinez de la CGT ? Bon, on a là en tout cas quelque chose qui est tout à fait énigmatique pour nous et qui nécessite que l'on soit bien concentré sur la tâche du moment. Regardez ce qui s'est produit. On a eu une série de manifestations au mois de septembre. Nous, en tant que force politique, nous étions au renfort des syndicats. Le 23 septembre, c'était un samedi, nous avions pris l'initiative comme force politique d'une marche et nous avions choisi qu'au terme de cette marche, Jean-Luc Mélenchon lance un appel aux syndicats en disant « Écoutez, nous avons mis du monde dans la rue ce jour-là, nous avons toujours été derrière vous. Maintenant, prenez la tête. Nous ne voulons pas vous faire concurrence, nous voulons participer à cette bataille avec vous, prenez la tête et nous serons derrière vous. » Il ne s'est pas passé grand-chose derrière, il faut bien le dire. C'est la faute des syndicats alors ? Je ne dis pas que c'est la faute des syndicats, mais incontestablement, ils ont leur part de responsabilité dans la mesure où cette division syndicale ne permet pas d'avoir une convergence qui permettrait justement de venir à bout, notamment des ordonnances. Donc stratégie de Jean-Luc Mélenchon est un échec ? Moi, je reste persuadé qu'à cette heure, il y a tous les ingrédients sur la table pour venir à bout d'un certain nombre de lois, et notamment celle-ci, mais la mobilisation ne se décrète pas. Nous y avons pris notre part, et maintenant, oui, ça pose question. Voir que la majorité des Français soutiennent les mobilisations, mais que les mobilisations ne sont pas à la hauteur des attentes, voir que les Français ne soutiennent pas la politique d'Emmanuel Macron et à raison, mais que derrière... Sauf qu'ils ne se mobilisent pas du tout. C'est toute la difficulté. Est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est un échec quand même dans la stratégie qui est retenue depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon ? Non, c'est pas un échec de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est un échec, finalement, c'est une responsabilité collective, si vous voulez. Il y a un problème, le fait que le mouvement politique, le mouvement syndical, le mouvement associatif, qui à peu près tous disent la même chose, ne soit pas capable de s'entendre pour
instaurer un vrai rapport de force est un souci. Je vous le dis, il y a les ingrédients sur la table pour mener ce rapport de force. Le problème, c'est avec ces ingrédients, va-t-on réussir à concocter la bonne recette? Et c'est tout le problème. Alors comment on fait? On se rapproche des syndicats? Comment on fait? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de coup de blues. C'est vraiment l'idée pour nous de comment on peut reprendre la main sur ces questions, parce que ce qui se passe est grave. Ces ordonnances vont semer la pagaille dans tout le monde du travail. C'est un monde du travail pourri qui nous est. Il a des regrets, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir parlé de blues sur son blog. Non, mais clairement, il n'y a pas de coup de blues, il ne faut pas psychologiser le débat. C'est lui qui l'avait écrit. Mais Jean-Luc Mélenchon, il fait, comme tout responsable politique, je pense, sensé, il fait un constat lucide de ce qu'est le moment politique, et il se pose plutôt la question, justement parce qu'il est en pleine forme, de comment on va pouvoir reprendre la main très rapidement. Vous avez des réponses à ça? Quelle nouvelle stratégie adopter? Écoutez, arrêter les buzz peut-être? Mais alors les buzz, mais ça c'est les buzz, arrêter les buzz, c'est surtout aux médias qu'il faut le dire, parce que vous voyez, nous il y a beaucoup de choses qui ont été analysées sous le spectre du buzz, qui ne sont pas pensées comme telles. Je prends l'exemple parce que c'est celui qui avait marqué notamment du moment où nous avions fait rentrer dans l'hémicycle un certain nombre de denrées alimentaires pour illustrer la baisse de 5 € des APL. Vous savez, quand on le pense, on se dit pas bon alors qu'est-ce qu'on peut faire ce matin pour qu'on parle de nous et que les caméras soient braquées sur nous. C'est comment on peut faire pour que des choses techniques soient rendues intelligibles à l'extérieur. Plein de gens nous ont dit oui, vous avez raison, avec 5 € on peut bouffer pendant plusieurs jours. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. Nous, on essaye de faire en sorte que la politique puisse réintéresser. Vous savez, moi, des fois, quand je ferme les yeux dans cette assemblée, je me dis, effectivement, tu es tombé dans un conseil d'administration, pas à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas avoir peur de la politique, et surtout, quand nous avons des propositions comme les nôtres, moi, je me sens relativement infaillible. On a un programme qui est quand même béton et qui montre qu'on est une force de transformation crédible. Est-ce que quelques mois après votre arrivée ici à l'Assemblée, les affaires Garrido, Corbière, Simonet, Obono vous affaiblissent, vous, la France Insoumise? Il n'y a pas d'affaire pour moi, parce qu'en l'occurrence, on pourrait prendre point par point celle que vous citez là. Quand on voit certains scandales qu'il peut y avoir de corruption, de conflits d'intérêts, des scandales financiers, faut quand même bien voir de quoi on parle. Il n'y a pas eu forcément des comportements exemplaires dans vos rangs? Écoutez, moi je considère... Vous l'admettez ou pas? De quoi parle-t-on? Allons-y, faisons le détail. Alexis Corbière, il s'est engagé pendant sa campagne en disant si je suis élu, je quitterai mon HLM, bien évidemment. Et moi, j'ai vu Alexis, dès le mois de juillet, alors qu'il était en train de faire, comme nous tous, son entrée à l'Assemblée, parcourir les agences d'immobilière pour déménager. Puis par ailleurs, il faut quand même dire une chose. Alexis Corbière, on le voit sur les plateaux télé depuis longtemps, mais c'est pas parce qu'on vous voit sur les plateaux télé que vous êtes quelqu'un de riche. Alexis Corbière, c'est quelqu'un, oui, qui avait des raisons d'habiter dans un HLM, qui est professeur. Daniel Simonet, dont on a parlé beaucoup, un logement qui n'est pas un HLM, qui est un logement à loyer libre. Elle paye, avec, je crois, 30 à 40% oui, mais moins je crois cher que le prix du marché. Elle paye 1300 € pour 80 mètres carrés. Enfin quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Daniel Simonet, vous savez, c'est une élue qui se tue à la tâche au Conseil de Paris, qui sacrifie sa famille. Il y a beaucoup de gens qui se tuent à la tâche et que vous défendez, oui, certes, mais et qui ne gagnent pas autant que Daniel Simonet et qui ne bénéficient pas de ces facilités de salaire. C'est que certains qui se gobergent véritablement, il y a des scandales financiers, on en parle très peu. Par contre, dès que la France Insoumise avance un peu, il y a intérêt tout de suite à déverser les sauts de boue qui vont bien pour faire en sorte qu'on avance moins. Est-ce que c'est un saut de boue, cette information de l'Express et de Capital, où Jean-Luc Mélenchon aurait acheté avec de l'argent public sa permanence parlementaire à Massy en 1997? C'est un vieux marronnier de l'actualité qui revient parfois. C'est faux? Regardez en tout cas toutes les réponses que Jean-Luc Mélenchon a faites. Je vous invite à aller voir son blog, parce que du coup, ce qu'il a fait de manière assez habile d'ailleurs, c'est de rajouter une rubrique sur son blog pour parler de toutes ces mises en cause et détailler. Il a rendu public le questionnaire, que dis-je, l'inquisition que lui ont fait l'Express et le Capital, et les réponses qu'il y a faites. Il dit qu'il a acheté cash cette permanence parlementaire. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, ça fait maintenant des années qu'il est en responsabilité. Très clairement, s'il y avait des affaires, ça fait longtemps qu'elles seraient sorties. Donc là, moi, je vous invite à regarder ses réponses. Encore une fois, pendant qu'on parle de tout ça, je comprends bien l'intérêt. C'est comme nous sommes la première force d'opposition, pendant qu'on parle de tout ça, on ne parle pas de nos propositions budgétaires, on ne parle pas de ce qu'est en train de nous préparer le gouvernement. C'est beaucoup plus facile d'agir de la sorte. Vous allez vous structurer demain, puisque vous tenez une convention ce week-end à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous allez devenir un parti classique, finalement? Alors non, c'est intéressant que vous posiez la question, parce que depuis que la France Insoumise est née, les journalistes nous demandent toujours, mais finalement, dans quelle case doit-on vous ranger? Est-ce que c'est un parti politique? Et moi, je leur explique sans cesse, comprenez que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de choisir la case dans le référentiel, c'est de rajouter une case à votre référentiel. Ce que nous faisons est radicalement neuf. Donc oui, la France Insoumise, c'est un mouvement qui tâtonne, qui avance, qui ne fétichise pas ses outils, qui est capable d'ailleurs parfois de les casser pour en fabriquer de nouveaux. Nous, ce qui nous intéresse dans le moment, c'est de tirer un constat raisonné de ce qui vient de se produire. Les dernières élections ont été marquées d'abord et avant tout par une abstention massive. On ne peut par conséquent pas passer d'une élection à l'autre en pensant que la petite vie politique va continuer et qu'il n'y a rien à faire. Donc nous essayons, oui, de refonder
en profondeur la manière de faire de la politique. Et je vois d'ailleurs que nous avons inspiré certains mouvements, puisque nous étions les premiers notamment à utiliser les plateformes lors de la campagne. Et puis j'ai vu qu'En Marche, derrière, s'en est inspiré. Là, ce week-end, nous ne sommes pas là pour élire un chef, comme ça a été fait la semaine dernière dans la majorité. Nous sommes là pour penser la manière de faire en sorte que le mouvement soit sans cesse tourné vers l'extérieur. Je vous l'ai dit, notre but, ça reste l'accession au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas des parallèles quand même, puisque vous le faites avec La République En Marche, c'est-à-dire que tout repose sur un seul homme, Jean-Luc Mélenchon pour vous, comme le président de la République pour La République En Marche? Je pense que c'est là qu'il y a une vraie différence, c'est que pour le coup, si sur la forme, notamment l'usage des plateformes, il y a une similitude incontestablement, et sur le rapport au parti politique en tant que tel. Par contre, justement, nous, Jean-Luc Mélenchon, demain par exemple, il prend la parole pour ouvrir nos travaux, puis il laisse la place au débat. Écoutez, il a bien suffisamment à faire, croyez-moi, avec sa tâche de président de groupe, et aujourd'hui, il est bien content aussi que la parole se soit répartie entre plus d'orateurs, et que tout ne soit pas concentré sur lui. Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est clair, ça reste un éminent responsable politique qui nous inspire beaucoup, avec qui on travaille très bien. Mais si vous voulez, la France insoumise, c'est cette force finalement polycentrique. Il y a plusieurs espaces. Vous avez un espace politique dans lequel vous avez toutes sortes d'intellectuels et de représentants de partis, parce qu'on peut être membre d'un parti politique et membre de la France insoumise. Nous, ce que nous ça laisse de la place justement. Ça laisse de la place justement à des alliances ou à des rapprochements. On voit que ce matin, dans Le Parisien, Jean-Luc Mélenchon tend la main à Benoît Hamon. Quelle forme ça pourrait prendre finalement cette entente entre ces deux hommes? Mais si vous voulez, encore une fois, la forme France Insoumise devrait permettre à un très grand nombre de s'y retrouver, même s'il y a des appartenances politiques. Dans ce mouvement, vous avez des gens qui sont militants. S'y retrouver, on voit que Benoît Hamon, lui, structure de son côté son mouvement. Ça peut être des alliances, ça peut être des listes communes aux européennes ou pas? Ce que nous ne voulons plus faire, parce que ça a semé la zizanie dans bien des endroits et souvent l'incompréhension, c'est la tambouille politique qui fait qu'on passe son temps à discuter entre forces pour faire, vous savez, les jolis tracts avec une guirlande de logos. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'étiquetage n'est plus le souci. Les gens ont besoin d'une clarté politique. Vous voyez, par exemple, quand nous avions dit on peut très bien discuter avec le Parti Socialiste, mais le ticket d'entrée, c'est de se signifier clairement dans l'opposition à Emmanuel Macron, le groupe à l'Assemblée Nouvelle Gauche n'a pas su avoir cette clarté. Nous appelons à la clarté des actes posés. Si Benoît Hamon pose des actes clairs qui vont dans le sens notamment qui font qu'on peut se retrouver sur des éléments programmatiques. Vous pourriez éventuellement faire des listes communes aux européennes? Alors bon, là la question des questions des européennes est assez centrale parce que, vous voyez, la photo que vous avez là, de la même manière, le fait que Benoît Hamon nous ait rejoint pour manifester le 23 septembre, clairement, si nous avions eu cette photo quelques mois avant, peut-être que la situation politique du pays aujourd'hui ne serait pas celle-ci. Mais on ne va pas mettre non plus des désaccords sous le tapis. Et la question européenne, vous avez raison, elle est centrale. D'ailleurs, je pense que dans la présidentielle, ça a été le principal point de désaccord. Le programme de Benoît Hamon, pas plus que le nôtre, n'est applicable dans le cadre des traités européens. Et il faut aujourd'hui avoir une parole claire sur la question européenne. Nous ne sommes pas une force anti-européenne, mais ce que nous disons, c'est que l'Europe des traités actuels a besoin d'être désenclavée et a besoin d'être réorientée pour pouvoir mener d'autres politiques. Alors, liste commune, mais on verra bien. Moi, pourquoi pas? Vous dites pourquoi pas? On ne fera pas en tout cas de tambouille, d'alliance électorale comme ça peut se faire dans l'ancien temps. Et vous dites pourquoi pas? Nous aurons une clarté, mais si Benoît Hamon est intéressé au fait de travailler avec nous, il sera le bienvenu évidemment. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce matin, député de la France Insoumise du Nord. Très bonne journée. Merci à vous.